Bonsoir à tous, chers auditeurs, chères auditrices, c'est Cyrus et on se retrouve pour le 65e épisode de notre podcast hebdomadaire sur l'actualité footballistique européenne. Et pour parler de ce qui s'est passé en Europe cette semaine, je serai accompagné de nos fidèles contributeurs que sont Grégory, Salut, boa noite a todos. Alexis, qui nous rejoindra un peu plus tard, Jeff Bonsoir à tous. et Camille. Servus les mecs. Et donc, hier, nous avons parlé de ce qui s'est passé au niveau du football français et en Italie. Cette fois-ci, nous parlerons donc de ce qui s'est passé au Portugal dans un premier temps, ensuite en Angleterre, Espagne et Allemagne, globalement. Et à la fin, nous parlerons un peu de cette première journée de compétition européenne qui arrive incessamment sous peu. Ligue des champions, nouvelle mouture. C'est ça, exactement. Nouvelle monture en plus qui se déroule du mardi au jeudi. D'ailleurs, ça sera la seule fois de la saison apparemment que ça sera du mardi au jeudi. Ah, c'est une bonne chose à savoir cela. Et donc, dans un premier temps, nous indiquions que nous parlerons du Portugal en premier. Donc, Grégory, je te laisse la parole. Dis-nous tout. Que s'est-il passé au Portugal ce week-end? Salut les gars. Déjà, au Portugal, si on commençait par des petites infos, si je vous dis Renato Sanchez, ça vous dit quelque chose? Samedi Golden Boy 2016, non? Si je raconte pas de bêtises. Exactement. C'était la pépite du Portugal de l'Euro 2016 et la pépite s'est transformée en pépito. Ah oui, non, ça s'est transformé en morceau de bois, quoi. Notamment au Bayern, lors de son grand transfert grandiloquent au Bayern à l'époque. C'est ça. Du coup, en fait, justement, depuis cette période-là, en fait, il n'a jamais eu de chance au Bayern et à Paris. Là, il est reparti à Benfica en prêt avec une option d'achat. Il s'est déjà blessé à l'entraînement, donc là il jouera pas le match. On sait pas combien de temps il sera indisponible. Mais il a vraiment une poisse avec ses blessures parce que il enchaîne blessure sur blessure par tous les clubs où il passe. Et là donc il est déjà blessé pour Benfica. Donc voilà, c'était ça que je voulais vous dire sur Renato Sanchez. Du coup, est-ce qu'on peut dire que Renato Sanchez is the new Abu Dhabi? En fait, je pense que Renato Sanchez, ça sera pas trop. Ça sera, si ça reste comme ça, je sais pas la blessure de quelle ampleur elle est, mais je pense que Benfica ils vont vite fait s'enlacer si jamais. Donc ils activeront pas l'option d'achat, hein, donc ça reviendra à Paris et oui, ça finira comme ça, je pense. Donc voilà. Et pour les matchs de la 5e journée donc de la Liga Portugal, Braga a reçu Guimarães chez eux. En ce moment, ça se passe un peu mal pour Braga. Ils sont exactement 7e du classement. Donc là, ils ont perdu 2-0. Ils ont 2-0 avec un carton rouge. La journée d'avant, ils avaient fait match nul. Ils ont fait un début de championnat un petit peu en demi-teinte, comme on dit. Donc à suivre Braga comment ça va évoluer, mais je suis un peu deg pour eux parce que bon, c'est une petite équipe quand même là, et puis là j'ai l'impression qu'ils ont du mal à la démarrer. Estoril a reçu Nacional, ils ont gagné 1-0. Benfica a fait carton plein depuis le retour de Bruno Lage aux commandes de l'équipe. Ils ont gagné 4-1 en recevant Santa Clara. Famalicão a fait un partout avec Gil Vicente. AVS contre Rio Ave, un partout. 1-0, pardon. Casapia recevait Moreirense, ils ont gagné 3-1.
Et le Sporting qui déroule en ce moment. Ils ont gagné 3-0 avec bien sûr un petit but de Gyökeres. Inarrêtable. Inarrêtable. Là, je crois qu'il est à... Je sais plus, je crois que j'avais vu, il était à 9 buts, je crois, Bah, c'est le meilleur buteur du championnat. Je crois qu'il a 9 buts et les autres, si je me trompe pas, ils sont à 4 buts derrière Galeno. Donc hier, il y avait... Ouais. J'allais te demander ton avis sur Gyökeres. Honnêtement, c'est comme tout le monde le dit, hein, c'est l'homme du championnat portugais. C'est sur lui que les yeux de tout le monde se tournent. Et j'étais même étonné cet été qu'il soit pas parti. Je m'attendais vraiment à qu'il parte. Alors je sais. Il n'y a pas qu'au Portugal que les yeux sont sur lui. Hein. Il y a plusieurs clubs d'Europe qui l'observent déjà. Exactement. Moi je pensais, j'ai pas suivi son cas à lui, mais je pensais vraiment qu'il allait partir. Mais oui, je m'attendais à qu'une grosse équipe vienne le chercher. Je pensais même à Paris pendant un moment. Mais je crois qu'il était dessus pendant un temps. Il me semble qu'il était sur la liste pour remplacer Mbappé. Ouais, ça m'étonnerait même pas. Ça m'étonnerait même pas. Bah, quoi dire de lui? Tout lui réussit. Il a quoi? Il a 25 piges, 26 piges, je crois. 26 ans. C'est un finisseur, c'est un renard des surfaces, c'est un mec qui est assez athlétique, il est puissant, il est intelligent. C'est la relève de la Suède. Je trouve qu'ils ont trouvé leur nouveau Zlatan et je pense même qu'il peut mettre très haut son équipe. Hein. Je le vois plus dans un rôle à la Haaland qu'un rôle à Zlatan. Je le vois moins karatéka. Moi, personnellement, je vais pas te mentir, je le connaissais pas du tout avant qu'il soit au Sporting. Donc je sais pas ce qu'il faisait ailleurs. Donc à voir, est-ce que c'est une phase et en changeant de club, ça va changer ou est-ce que il est sur sa lancée mais oui, comment ne pas penser du bien de ce joueur-là, il est juste magnifique. Il est juste magnifique, tout le monde aimerait l'avoir dans son équipe, je pense. Et on sait que en plus maintenant il commence à donner des ballons aussi, donc il fait un début de championnat génial, à la 5e journée être à 9 buts, c'est juste incroyable. Et alors je vais vous dire, attendez, je crois que c'est bien 9 buts, non c'est 8 buts pardon. Il a 8 buts et derrière lui on a Galeno et Pote du Sporting à 4 buts. Donc on voit déjà le gros écart qu'il y a entre ce joueur-là et les autres. Non, il a fait une saison l'année dernière remarquable et là je pense que le Sporting cette année ils ont une très très bonne équipe. Pour moi c'est nos concurrents numéro 1 cette année, c'est même pas Benfica, c'est le Sporting qu'il va falloir faire attention. Ils sont en place, ils ont une équipe assez solide. Elle est jeune mais ils se connaissent bien. Donc ça sera l'équipe à surveiller de très près. Là, ils sont devant nous au classement avec 3 points d'avance. Les 3 points qu'ils nous ont pris dans notre face-à-face. Donc il y a rien d'étonnant. Et puis, dis-moi. C'était pour juste ajouter quelques mots par rapport au cas de Gyökeres. C'est normal que tu ne le connaissais pas, qu'on ne le connaissait pas, puisqu'avant d'aller au Sporting, il était à Coventry, en basse division, en deuxième ou troisième division anglaise. Donc, c'est un peu normal qu'il n'était pas connu. Après, le Sporting a quand même mis beaucoup d'argent pour le prendre. Il était très performant là-bas. Et le Sporting a quand même mis plus de 20 millions pour l'attirer. Et ce qui est énorme. Énorme, bien sûr. Ah ben oui, c'est énorme l'investissement qu'ils ont quand même mis sur lui. Après, lui a totalement justifié il a rentabilisé. Il a rentabilisé. Après, je pense, après ça c'est ma théorie, que Gyökeres, ce qui a peut-être fait qu'il n'a pas été pris, c'est que justement parce qu'il venait d'une petite équipe en Angleterre, c'est ça. Peut-être et en se disant, il a fait une bonne saison, ouais mais c'est peut-être, tu vois, là, le coup de chance.
il sort d'un petit club, il fait une grosse saison, mais peut-être après il va s'éteindre. Et je pense que c'est peut-être ça Qui a fait peur. qui a fait peur, entre parenthèses. Mais vu que le type est en train de faire un très bon début de saison, et en plus en sélection, il n'est pas seul. Il a Isaac qui a Newcastle qui marche du tonnerre en PL, et les deux sont associés en attaque en Suède, et les deux, ben, ça marche parfaitement. Les deux se complètent tellement. Et du coup, bah, c'est tout bénef pour le Sporting parce que je pense que là où le Sporting pouvait en attendre, je pense, 70-80 cet été, enfin l'été Ils dernier, tout du coup, éclaté. là Éclaté. s'il fait cette saison-là, il fait une saison de même facture, je pense que l'addition, elle va aller plutôt vers les 3 chiffres et ce sera totalement Et, justifié parce que là, il et, aura du coup bien prouvé. et Cyrus, comme on avait déjà parlé plusieurs fois, c'est là que tu vois la puissance des recruteurs des clubs, des top clubs portugais. Ils vont aller chercher un joueur dans une équipe, tu vois, Coventry, je pense que on doit être plusieurs à ne même pas connaître cette équipe-là. Et aller détecter un joueur là-bas et aller poser, entre guillemets, tes grosses couronnes sur la table avec 20 millions, je pense que c'est pas n'importe quel club qui va faire ça, quoi. Bah oui. C'est ça je trouve ça juste magnifique, c'est que les mecs, ils arrivent à trouver des pépites où personne n'irait chercher, tu vois. Et je trouve ça beau des recruteurs des clubs portugais. Ces dernières années nous ont tous montré qu'ils arrivent à dénicher des pépites là où personne ne les voit et ils forment des joueurs incroyables, sans parler des clubs formateurs que sont Sporting, Porto et Benfica. Benfica, ils nous ont sorti des derniers joueurs là, on a vu hein, les joueurs Neves, les machins. C'est juste ça qui est incroyable. C'est juste dommage pour nous. Malheureusement, on n'arrive pas à les garder dans notre championnat. Et je pense qu'il n'y a pas, dans notre championnat, malheureusement, il n'y a pas aussi assez de concurrence pour faire en sorte que les joueurs aient envie de gagner ce championnat. Voilà, comme on le sait tous, ça se joue entre 3-4 équipes. Et des fois, on a des petites surprises avec une ou deux, mais bon, ça reste comme ça. En tout cas, le Sporting, cette année, comme l'année dernière, ça sera, pour moi, l'équipe qui peut prétendre au titre hein, dès le début du championnat, je te le dis. Hein, ils seront. Je les vois pas descendre de la première ou de la deuxième. Bon, j'aimerais bien qu'ils soient deuxième derrière Porto. Ça, c'est une autre histoire. Mais je les vois, oui, en pôle à la fin. Et donc, pour revenir sur le championnat, donc hier, il y avait Porto qui recevait l'équipe de Farense, les derniers du championnat actuellement. Alors ça a commencé super fort dès la deuxième minute. Il y a eu Porto était à l'attaque avec João Mario qui met une grosse frappe qui finit sur le poteau. Et alors c'était un match, franchement moi je l'ai vu, c'était un match vraiment pesant parce que les mecs ils faisaient que mettre des poteaux, des barres. Je sais même plus combien il y en a eu la première mi-temps, mais c'était incroyable. Et plus à côté de ça, t'avais leur gardien Velio qui nous faisait des arrêts incroyables. Franchement, il a sauvé au moins 5-6 ballons. Si tu comptes les occasions qu'ils ont raté Porto avec les poteaux et le gardien, je pense que la première mi-temps, il prenait au moins 5 buts, quoi. Et c'était des buts vraiment francs, quoi. Et on a eu le droit au premier but de Samu. Enfin, il a marqué, tout le monde est content. Il est rentré à la 63e minute et il a mis son but d'ailleurs salvateur qui nous a donné le 2-1 à la 75e. Donc premier but de Porto, c'est Porto qui ouvre le score à la 48e sur un penalty de Galeno. Galeno qui a pris un peu la taille, bon il l'avait déjà, mais il a pris vraiment son rôle en main à Porto cette année, parce que bon il était sur le départ comme vous saviez, ça s'est annulé au dernier moment le pauvre, et donc il reste encore cette année avec nous, et je suis bien content qu'il reste avec nous, parce qu'avec tous les départs qu'on a eu, franchement pour moi Galeno, je vous l'avais dit l'année dernière, on en parlait sur les podcasts, je vous avais dit que c'était un joueur vraiment que j'aimais beaucoup, que je trouve qu'il est c'est notre couteau suisse, il est multitâche, il est partout, il baisse jamais les bras,
Il est très très fort, ce Brésilien. Et la marque a été réduite à la 51e. Donc très peu de temps après le penalty par Tomané. Et puis après on s'est retrouvé donc à la 75e pour le but de Samu, son premier but sous le maillot du FC Porto. Et voilà, on a fini le score sur un 2-1 pour Porto. Donc, comme je vous disais, on se retrouve au classement, on se retrouve derrière le Sporting avec 3 points d'écart. Le Sporting est devant donc avec ses 15 points. Donc le Sporting, c'est la seule équipe qui a fait un carton plein. 5 journées, 5 victoires, 0 nul, 0 défaite. Nous, on est derrière donc avec les 12 points. On est donc à la 5e journée. On a 4 victoires, aucun nul et une défaite. Et voilà. Et à la 3e place, on retrouve Vitória Guimarães, l'équipe dont la photo du petit stade que je vous avais envoyé cet été quand j'étais en vacances. Franchement, ils sont là. Ils sont là. Il faut leur pareil. Eux, ils ont 4 victoires et une défaite. Et c'est marrant parce que ce début de championnat, il est un petit peu chamboulé. Je vous avoue qu'à part le Sporting et Porto, dans la tête, là, j'avais pas l'habitude de voir Vitória Guimarães en 3e et Famalicão en 4e. Donc c'est marrant, ça, on va voir jusqu'à où ça va tenir comme ça. Benfica, bon, comme vous savez, ils sont séparés de Roger Schmidt, et ils ont pris leur ancien entraîneur avec qui ils ont connu des moments de gloire, Monsieur Lage. Donc les Benfiquistes que je connais, ils sont très très contents. Et donc là, je pense qu'ils vont repartir sur de bonnes bases. C'est un entraîneur qui connaît bien le collectif de Benfica, il connaît bien la présidence de Benfica, il connaît le staff. Donc je ne m'inquiète pas pour lui. Ils sont à la 5e place, donc Benfica. À la 6e place, on retrouve Santa Clara. 7e place, ma petite équipe de Braga qui se stresse tout seul en début de championnat. Mais je pense que bon, ils vont se reprendre, les connaissants. Moreirense qui se retrouve à la 8e place. À la 9e place, on retrouve AVS. À la 10e place, Gilles Vicente. 11e place, Casapilla. Et 12e place, Rio Ave. À la 13e, Boavista. 14e, nos amis d'Estoril, s'ils nous écoutent. À la 15e, National. 16e et 17e et 18e place pour fermer, Arouca, Estrella et Farense. Et d'ailleurs, Estrella qui reçoit le Boavista pour fermer la journée. Mon cher Greg, vu qu'on parle, on va parler après de Coupe d'Europe, est-ce que tu as un petit avis sur le match Sporting Lille qui va débuter les Coupes d'Europe pour les clubs français et pour les clubs portugais? Eh ben, écoute, déjà, en temps normal, comme vous connaissez, je suis assez patriote. J'aurais dit le Sporting direct. mais cette année, je pense encore plus avec ce qui montre là le Sporting en début de championnat là. Franchement, je vous dis, ils sont sur un sans faute. Je pense que ça va être très dur pour Lille. Là, comme je disais là, la 5e journée, 5 victoires, ils connaissent pas la défaite. Et juste pour te dire, pour voir la comparaison, aujourd'hui, donc Porto, ils sont deuxième. Ils ont mis 9 buts, ils ont encaissé 3 buts. Vitória Guimarães qui est derrière, ils en ont mis 6, ils en ont encaissé 2. Pour te dire, même Benfica, on a mis 9, ils en ont encaissé 4. Sporting, on est à 19-2. Oh, oui, bah, voilà. C'est pour ça que j'avais vu ces stats-là, je m'étais dit, mais c'est impressionnant. On en est où, là? Franchement, je suis très curieux de voir ce match-là. Je vais le voir, d'ailleurs, je vais sûrement le voir. Mais franchement, le Sporting fait peur cette année. Ils ont une belle équipe et ils ont une attaque qui marche. Avec Gyökeres et avec aussi, comment s'appelle, celui qui est revenu du Barça, le portugais.
Ouais, franchement, il est rené de ses cendres. Hein. Et ils ont une très belle équipe. Et ce que j'aime bien dans cette équipe-là, c'est que c'est une équipe jeune. Le coach, il est en place depuis quelques années maintenant. Il connaît ses joueurs par cœur. Sa stratégie, elle paye, on peut rien dire. Mais voilà, tu mets les stats de Sporting, bah, tu vois que du vert partout. Donc, ils sont en pleine bourre. Donc, je pense que ça sera un match compliqué. Je dis pas qu'ils sont injouables, parce que sur le match avec Porto, j'avais vu quelques erreurs aussi de Porto, mais ils étaient au-dessus de nous, clairement. Mais je pense, oui, que ça sera compliqué pour Lille. Je vois le Sporting dérouler. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. Ben, moi aussi, je vois vraiment mal Lille s'imposer là face à ce Sporting, comme tu le dis. Euh, à la base, j'aurais peut-être dit allez, 55-45 pour le Sporting, mais en temps normal. Mais là, comme tu dis, avec la forme étincelante qu'a le Sporting apparemment, vu que je suis pas comme toi, je ne suis pas énormément le championnat portugais, mais vu les échos que j'en ai eu, les stats que j'ai vus et les highlights, je me dis, ça risque d'être quand même très compliqué pour les Dogs. Franchement, ils sont en pleine bourre. Ils sont vraiment en pleine bourre et c'est même, franchement, c'est joli à voir. C'est même, c'est agréable à voir, il n'y a pas de problème. Et ça relève un petit peu, c'est cool parce que ça donne un petit peu de piquant dans le championnat. Moi, j'adore quand c'est comme ça. Et voilà, on va voir jusqu'à où ils vont aller, jusqu'à où ils peuvent tenir comme ça. Après, on n'est pas à l'abri non plus avec tous les matchs qui s'enchaînent de blessures, de fatigue. De fatigue aussi, parce que il les utilise à fond. Gyökeres, il est indéboulonnable. Alors, il faut qu'il joue un petit peu malin, je pense, le coach, et qu'il fasse tourner un petit peu. Mais ouais, franchement, à suivre. Et concernant le club de Porto, donc Samu a marqué son premier but, donc on est content. Moi, j'avoue que je l'attendais parce que c'était pas un joueur que je connaissais. Je le voyais puissant devant et tout, mais j'arrivais pas à le voir encore vraiment percer le truc. Là, il le met pas en titulaire, hein, il rentre en remplaçant, mais je trouve que c'est bien pour l'adapter à l'équipe. Et puis là, ça a matché, il crée des occasions. Là, c'est sur une récupération qui marque son but. Mais dès son entrée en jeu jusqu'au but, il a cherché vraiment le ballon. Donc franchement, moi, il me plaît beaucoup ce joueur-là. Et puis il est très très costaud et puis il est grand. Ça nous fait du bien aussi dans les airs, donc c'est pas mal. Et au niveau du club, vous savez que, comme je vous avais dit là, les 500 millions de dettes là, donc c'était un peu chaud pour Villas-Boas, mais ça a l'air de se maintenir. Et franchement, bravo à lui d'avoir renoncé à son salaire. Hein. Moi j'attends de voir. J'attends de voir c'est sur la durée ce que ça va donner. Est-ce qu'il va réussir à faire à remonter de là où il est, parce que là franchement ils ont la tête sous l'eau. On en avait parlé dès son élection. Je croyais pas d'ailleurs, c'est lui qui avait payé les salaires du staff et tout. Franchement, je trouve ça beau gosse. Exactement, j'allais le dire en plus, qu'il n'a pas que renoncé à son salaire, il a aidé aussi. C'est très, il y a des supporters, des portistes qui sont contre lui, comme je vous avais dit. Il y en a qui sont voilà depuis des années bercés par Pin. D'accord, j'étais comme moi, j'ai toujours été. Moi, c'est toujours le président que j'ai connu à Porto et tout. Toi-même, tu m'avais dit qu'à l'époque, pour toi, il était indéboulonnable, le président. Pour toi, c'était lui et puis et c'est tout, quoi. Bien sûr, pour moi, c'est une élection qui vaut même pas la peine d'être faite. Et là, ce qui s'est passé, c'est vraiment c'est énorme. Et en plus, je me rappelle plus là tout de suite là, mais à combien il a été élu Villas-Boas, mais c'était impressionnant. C'est une raclée qu'il a mis. Et puis en fait, il a mis les pieds dans un plat où en fait, on se rend compte qu'il y a plein de trucs. Il y a eu un truc avec le président des Ultras cet été qui tournait partout sur les télés. C'est que le mec,
il a détourné de l'argent, il revendait des billets, mais l'argent des billets, il a vendu, je sais pas, 3000 billets, il va dire qu'il en a vendu 120, tu vois. L'argent des billets, il va jamais dans les caisses de Porto. Il y a eu plein de magouilles dedans. Et là, il est en train de mettre les pieds dans un plat. Je sais même pas s'il s'imaginait en fait ce qui se passait dans le club. Quand tu te dis que le mec, il est parti de son club en laissant dans les caisses d'une équipe comme Porto 8000 euros, tu te dis, c'est impressionnant. Tu vois, je peux même pas acheter une caisse avec ce qu'il a laissé comme argent. C'est comment un club qui a pris une Ligue des Champions, Ligue Europa, qui a des statistiques incroyables, qui est connu, je vais te dire même mondialement, avec des joueurs qui sont passés par là et qui juste ont eu un passage là et qui sont devenus par la suite de grands joueurs dans d'autres équipes ou qui ont eu un passif énorme à Porto. Comment tu peux mettre un club comme ça dans un état comme ça? C'est incroyable. Donc j'attends de voir si il relève la tête et qu'il arrive à redresser le club. Ce que j'aimerais beaucoup, parce que déjà ce qu'il fait, la manière de ce qu'il nous a montré jusqu'à maintenant, on a vu là le mercato. Par exemple, Samu, pour un club endetté, c'est incroyable l'opération qu'il a fait. Et en silence, personne n'était au courant de ça. Ça s'est passé dans une nuit. Le mec était annoncé même, je crois, du côté de Chelsea. Là, on se réveille, tac, on voit. Tu vois, je trouve que c'est magnifique. Donc ils font une bonne doublette les deux avec Zubizarreta. On va voir jusqu'à où ça va aller. Et puis il a repris aussi des cadres. Il s'est séparé de tous les cadres de Pinto da Costa. Il a repris des cadres du club qui ont un nom dans le club. Quand tu mets Georges Costa avec toi dans l'effectif, je sais pas, ça te parle tout de suite. Tu es un Porto, regarde, tu regardes pas le poster qui est sur le mur, tu regardes le monsieur qui est là derrière toi. Tu vois, c'est magnifique d'avoir des mecs comme ça dans l'effectif de Porto. Donc franchement, chapeau à lui pour ce qu'il fait maintenant. Même ceux qui n'apprécient pas qu'ils étaient fanatiques de Pinto da Costa, je trouve que c'est très respectable quand même d'avoir quelqu'un qui est comme ça et qui en veut et on voit qu'il aime le club et qu'il aime le maillot du club. C'est du chapeau. Et j'aimerais voir c'est jusqu'à où ça va et si on a une bonne fin. Là, il s'est séparé de plusieurs joueurs, comme on parlait la dernière fois. C'est une équipe nouvelle qui redémarre. Donc, on va voir cette année comment ça va se finir. Franchement, je serais même pas. Vu tous les changements qu'il y a eu, vu toutes les nouveautés qu'il y a eu, bah ouais, si on finit pas dans le top 3, je serais peut-être dégoûté, mais en fait, je me dirais, mais c'est normal. Le mec, il a tout chamboulé. Il a viré, il a vendu nos grosses têtes. Déjà, juste Pep qui prend sa retraite, c'est un pilier dans le club. C'est voilà, Evan Nilsson qui s'en va, il faisait partie de nos meilleurs attaquants. C'est voilà, on a laissé partir pas mal de joueurs parce que les finances du club, il faut qu'ils se mettent mieux. Donc on verra, mais s'il faut partir sur une année un peu moins bonne pour rebondir plus tard, franchement, moi, je dis oui. Donc voilà les amis pour ce que j'ai à vous dire ce soir sur mes infos de Liga Portugal. Et de très belles infos. Très belles infos. Toujours aussi bien informé sur le football portugais. Merci à toi, Cyrus. Et, et donc, il y a combien de clubs portugais alignés dans les compétitions européennes? 4-5? Toutes compétitions européennes confondues cette année? Alors, je n'ai pas le chiffre en tête, je t'avoue, je sais pas tout de suite là. Je regarde vite fait. Je ne sais pas tout de suite combien il y en a. Je crois déjà il y a le Sporting, il y a Porto, et il me semble qu'il y a. Ouais, je crois qu'il y a les quatre, hein, parce que t'as la Liga Conférence aussi là. Mhm. T'as Benfica et t'as Braga aussi, il me semble. Si je te dis pas de bêtises. Ouais, il me semble. J'ai pas les stats là tout de suite, mais.
Puis il y avait une histoire c'était même toi qui nous l'avais expliqué, enfin qui me l'avait expliqué par rapport au barrage ou je sais plus Ah quoi. oui, que selon... Oui, effectivement, c'était pas... Je crois que ça concernait le Benfica, ça. Par rapport Ouais, à... Tout dépendait qui est-ce qui passait, ce qui faisait que le Benfica pouvait potentiellement avoir... c'est ça ouais. Et là c'est pareil là, cette année ça va être incroyable. Je pense qu'on pense tous la même chose, on aime tous le foot, mais au bout d'un moment il faut, je sais pas, les mecs c'est pas des machines quoi, c'est impressionnant le nombre de matchs C'est ça. C'est ça, effectivement, enfin, on n'en a pas parlé, mais c'est vrai que pour un joueur international qui joue dans une équipe de haut de c'est trop. tableau, il ne va quasiment pas se reposer. Quasiment pas. Bah nous, il y avait pendant les matchs de Ligue des Nations, il y a Bernardo Silva qui a évoqué ça en conférence de presse. Et justement, il disait, mais vous vous rendez pas compte. C'est vrai, on est footballeur, on est bien payé, il n'y a pas de problème et tout. Mais moi, par exemple, si je prends genre mon cas, vu l'équipe où je suis quasiment sûr de jouer presque tous les 2 jours. Et je dis là, avec les matchs qu'on rajoute, les coupes qu'on rajoute, mais il dit, je sais pas si vous vous rendez pas compte, je n'arrive même pas à voir ma famille. Et Enfin, surtout que c'est pas que cette année, parce que pour le coup, Bernardo Silva, il est à Manchester City. Il y avait aussi un autre joueur portugais, Ruben Dias, qui avait montré, je sais pas si tu l'avais vu le moment où il avait en fait montré potentiellement ce qu'était son calendrier en fait. Et en gros, il y non, avait j'ai les matchs compris. de championnat, de coupe, de Ligue des Champions, les trêves internationales où il y avait les matchs de sélection, Ligue des Nations, etc. Et son calendrier, il était rempli jusqu'au mois de juillet, du coup, il est aussi C'est mobilisé impressionnant. en Coupe du Monde des clubs. Et le problème pour lui, enfin, oui, c'est un problème, puisque ce dont on parle aujourd'hui va aussi avoir des répercussions sur l'année prochaine, où l'année prochaine, on est en année Coupe du Monde. C'est ça. Et pour des joueurs qui vont finir leur saison en fin juin, voire début juillet, pour ceux qui vont à la toute enfin, la finale ou voir gagner la Coupe du Monde des clubs, ben, l'année d'après, il finira aussi en juillet. Mais moi, je pense même, je sais pas ce que vous en pensez, mais je suis même d'avis. Enfin, je me dis même que tu as certains joueurs qui vont profiter pour, on va pas dire se blesser, mais pousser un petit peu la blessure pour prendre un peu de repos. C'était obligé. Tu peux pas. Tu peux pas tenir comme ça. À un moment, tu vas arrêter. C'est ça. Tu peux À un pas. moment, tu simules la blessure, quoi. C'est ça, Je sais pas. c'est- Un mec qui joue. Imagine-toi un mec qui joue comme Bernardo Silva en Angleterre. Il a sa famille, je sais pas, bon, peut-être qu'il a sa famille proche de lui, je te prends Mhm. ce nom au hasard. Mais le mec qui doit aller voir, je sais pas s'il a des enfants en bas âge, voir sa femme, en fait, voir ce qui se passe derrière un ballon, quoi. Tu peux pas, au bout d'un moment, tu peux pas faire, continuer sur un rythme comme ça. Enfin, moi qui aime le foot comme vous tous, Mhm. au bout d'un moment, tu te dis non, faut qu'il y ait des limites, ça n'a même plus d'intérêt. C'est n'importe quoi, ils te sortent des coupes de n'importe quoi. Puis les mecs, ils arrivent dans des grosses phases comme l'Euro, comme la Coupe du Monde, ils sont Rincé. cramés. Ouais, c'est ça, exactement. Ils sont bruits, les mecs. C'est ça. Et là, Pour moi, les dernières coupes internationales, je regarde, c'est vrai qu'il y a eu des beaux matchs, on va pas se mentir. Mais il y a un petit air de quelque chose qui manque comparé aux autres. Parce que à l'époque, on attendait vraiment cette coupe-là pour pouvoir voir le monde entier, voir les pays entiers. Et là, en fait, t'as l'impression de les voir tout le temps, les mecs. Donc tu portes même plus attention comme tu le faisais 10 ans en arrière, quoi. Enfin, je parle pour moi, mais ben, pour appuyer ton propos, c'est, je pense, le niveau. Alors, autant mais quoique à la Coupe du Monde, quand même, on peut commencer à se poser des questions. Mais moi, quand je vois l'Euro 2024, il n'était pas d'un grand niveau. Et c'est logique dans un sens, puisque les joueurs étaient un peu cramés. Et même, on le voit où certains joueurs majeurs, en ce début de saison, ils sont pas totalement encore là. Mais c'est normal, ils ont pas eu beaucoup de repos. Ils ont beaucoup joué, pas eu énormément de repos. Donc, tu t'attends à ce que ils doivent prendre du temps. Enfin,
il faudra attendre un peu de temps, peut-être 1, 2 mois, Mm. pour qu'ils puissent retrouver leur pleine capacité. Et là, avec la nouvelle Coupe du Monde des clubs, ça fait virtuellement 3 étés sur 4 qui vont être pris. Ce sera donc Ça. soit Copa Euro, soit Coupe du Monde, soit Coupe du Monde des clubs. Enfin, la nouvelle monture de la Coupe du Monde des clubs, voilà quoi. Et donc ça ferait 3 étés sur 4 où les joueurs joueront limite jusqu'en fin juin, début juillet. Ce Ah, qui, c'est ça. ce qui veut dire qu'un joueur, donc un joueur d'une équipe majeure, Mm. jouerait voilà, d'août jusqu'à juillet, quasiment sans repos. Et il fait d'août à juillet jusqu'à quasiment sans repos. Il n'aurait, allez, à la limite, peut-être un mois et demi de repos. Mais, mais même, parce qu'il y a des sportifs dans d'autres sports, par exemple le basket, parce que c'est un exemple qui ressort énormément. Oui, les footballeurs ne peuvent pas se plaindre puisque les joueurs NBA, par exemple, au basket, eux jouent plus de 80 à 100 matchs par saison pour ceux qui vont jusqu'au final de playoff, etc. Ouais, mais ça tourne beaucoup plus, je veux dire, tu vois. Et même au-delà, c'est vrai que ça tourne, mais mais combien de mois de repos a un joueur en NBA? Un joueur NBA qui ne va pas en playoff, il est en vacances en avril. Il est en vacances C'est en ça. avril. Un joueur qui va jusqu'au final NBA, il est en vacances en juin. Sauf que la saison Mm. reprend au mois d'octobre. Voilà, Ça. la saison reprend en octobre, c'est Donc ça. tu, tu- Ils ont donc tu fais le calcul, effectivement, il joue minimum 4 énormément mois de de matchs vacances. sur un temps restreint, mais derrière, il a énormément de vacances. Alors que si tu joues tout le temps, mais t'as pas de repos, ben tu vas exploser ton corps tôt ou tard. Et moi, les gars, j'ai une question à vous poser. Qu'est-ce que vous pensez, justement, avec ce que je pensais la dernière fois, avec tout ce peu de temps de repos, est-ce que vous pensez que les mecs, ils arrivent vraiment à récupérer physiquement avec genre 2 jours de repos, 3 jours de repos, on va dire, sans avoir recours à certains trucs que peut-être on ne sait pas? Vous voyez ce que je veux dire? Franchement, quand tu vois la Ligue des Nations, bah, tu vois bien que non. Enfin, à court terme, peut-être, mais à long terme, non. À long terme, si les joueurs ils continuent comme ça, dans 3 4 saisons, les joueurs ils sont finis. Tu vois, les matchs, ils marchent tous sur le terrain. Ce que je veux dire, Jeff, c'est est-ce que au bout d'un moment, les clubs, sans que ça soit vraiment dit publiquement, ils vont pas avoir recours à une espèce de petit dopage discret qui pourrait booster un peu les joueurs pour les faire jouer plus souvent possible. Parce que Bah, je je me pense dis, que ces mecs, c'est pas des robots, quoi, tu vois. c'est bête à dire, mais je pense que t'as pas tort. C'est quelque chose qui pourrait arriver, mine de rien. Peut-être, franchement, peut-être. Après, moi, personnellement, je pense que cette saison et la saison prochaine, on va avoir une avalanche de blessures. Il y aura beaucoup, Bien beaucoup sûr, de casses, bien clairement. sûr. Et est-ce qu'ils derrière se poseront des questions sur le fait que les joueurs sont surmenés pour le coup? Peut-être, peut-être pas, mais en tout cas, moi personnellement, je pense qu'il y aura de la casse là. Ben, regarde, par exemple, Olmo, là, il s'est déjà blessé un mois. Euh, t'as Benasser qui a refuté, qui en prend pour 4 mois. Enfin, ça, Qui a été opéré d'ailleurs aujourd'hui. ouais. Mais je Ou je pense alors, que ça va pas être les ou, seuls. Et au fil de la saison, on va en avoir des grosses blessures. C'est obligé. qui modifie un petit peu les règles avec, je sais pas, peut-être encore plus de remplacements, peut-être Ouais. encore plus de pauses fraîcheur. Tu vois, mais pour moi, je me dis, mais attends, on a déjà eu du dopage depuis des années et des années. Avant, il n'y avait jamais autant de matchs. Alors là, les mecs qui jouent quasiment tous les 2 jours, mais comment une personne normale, elle peut tenir? C'est ça. Je sais pas. Et ça, c'est. De manière, toute manière, les prochaines semaines, prochains mois, voire sur l'étendue de 2 3 ans, on verra, hein. On verra tout ce Non, que ça mais entraînera, hein. comme tu dis, ça va entraîner beaucoup de. Ça, c'est même pas un suspense, hein. Franchement, tu sais que tu auras beaucoup de blessures. Et Musculaire, parmi les surtout. blessures, tu auras des. Ben, bien sûr. Et parmi les blessés, tu auras des gros noms qui vont se blesser. C'est évident. Moi, je pense aux petits nouveaux comme les Yamal, comme les trucs comme ça. Mais c'est des mecs qui vont être utilisés, je sais pas combien de matchs. C'est impressionnant.
je pense que Yamal, non, parce que le Barça a le cas Pedri, quand même, qui a quand même eu la jurisprudence du cas Pedri qui fait que ils ont compris que faire ce qu'ils ont fait, il faut plus jamais le faire. Et donc, je pense que. Et en plus, Yamal, il commence à avoir un traitement assez particulier parce que il est plus vu comme un espoir, mais il est vu comme une vraie Bien menace. sûr, Donc, bien sûr. je pense qu'il va quand même être protégé par le staff du Barça, en sachant qu'il n'a même pas fini sa croissance. Donc, je pense que pour le coup, lui, ils vont vraiment le protéger. Et en plus, il y a eu Pedri, il y a eu Gavi. Bon, Gavi, c'est un manque de chance, hein, bien évidemment. Là où Pedri, c'était un surmenage. Mais je pense que le Barça a eu plusieurs blessures de jeunes joueurs qui fait que blessures graves qui font que je pense qu'ils vont calmer par rapport à Yamal. Quand il faudra le reposer, ils vont le reposer. Il y aura des fois où il ne jouera pas. Je pense vraiment que de ce côté-là, il y aura quand même un, un- un bon turnover de fait par rapport à son cas précis. Mais autre chose que va impliquer ces successions de matchs, ben, c'est que les équipes vont vouloir chercher à recruter de plus en plus de joueurs de talent pour gonfler entre parenthèses leurs équipes. Et en gros, une stratégie en fait comme Chelsea qui apparaît débile pour le coup, ben ça, c'est bête, c'est fou de dire ça, mais ça prend peut-être un peu tout son sens dans de types de saisons comme ça. Parce que Chelsea a une abondance de joueurs de talent. Après, oui, on n'est pas dans FIFA et c'est impossible de faire en sorte que 35 joueurs puissent être compétitifs. T'en fais pas un joueur ne joue pas pendant 3 semaines et après, boum, il va être directement opérationnel et Ouais, décisif. Ça, c'est impossible. impossible. Mais pour le coup, est-ce que Chelsea n'était pas précurseur? Est-ce qu'il n'avait pas vu le truc Ah, avant tout le peut-être, monde? hein. Peut-être au final. Puisqu'au Peut-être. final, quand tu vois ce que Chelsea a fait euh, pour notamment sa liste en Conference League, où elle a volontairement pas mis certains de ses joueurs les plus importants, comme Cole Palmer, en se disant, mais avec l'effectif actuel, on a tellement de joueurs de talent que ben, Cole Palmer, on s'en fout, je le mets pas, et il rejouera peut-être parce qu'on ne sait même pas s'il va finalement jouer la Conference League, bah, peut-être il va jouer les phases finales de Conference League, ou peut-être pas, ou peut-être on pourra changer. Enfin, ils ont un effectif tellement profond qu'ils peuvent se permettre de dire, bon, j'enlève, bon, je crois pas qu'ils peuvent enlever 10 joueurs, mais qu'en gros, un ajustement est facilement possible. Mais peut-être que c'est ça en fait la solution, c'est d'empiler énormément de joueurs, D'avoir plus d'effectifs pour pouvoir faire plus tourner. Ouais, c'est c'est ça, ouais, que c'est ça. la concentration de talent soit sur certaines équipes et qu'au final on se dise ah mais comment ça se fait que c'est toujours c'est vraiment plus que jamais les grosses équipes qui ont tous les bons joueurs même si certains ont peu de temps de jeu alors qu'il aurait pu être un club d'un standing un peu moins grand et jouer plus de matchs. Ouais mais c'est Après, pour nous, c'est nouveau aussi, donc on attend de voir, mais ça ne changera pas que je trouve que pour les joueurs, ça sera un peu, je trouve que c'est un peu l'usine, quoi. c'est ça, Bon, après, ça donnera la chance à certains comme Mbappé d'avoir plus de chances de pouvoir s'imposer. c'est ça, c'est ça Dit plus de exactement. matchs, dit plus d'occasions. En effet, ben, on en parlera notamment, je pense, dans le volley Liga de notre ami Kylian. C'est ça exactement. Et Et donc pour le coup, on peut donc après le volley Portugal, on peut directement enchaîner, ben pourquoi pas avec le football du coup espagnol, avant de prendre bien sûr une petite pause. Mais parlons de ce qui s'est donc passé en Liga cette semaine, où où d'une part le FC Barcelone ben se porte plus que bien, se porte extrêmement bien. Là où Gérone patine un peu plus, hein, ça souffle le chaud et le froid, mais le Barça va extrêmement bien ce début de saison. Tous les voyants sont au vert. Tous les voyants sont au vert. On parlait de Yamal. Enfin non, pas tous les voyants sont au vert puisque Olmo s'est blessé un mois. Mais
hormis Ils sont cela, magnifiques. tout va bien pour eux. On parlait de Yamal. Yamal pète la forme. Double buteur contre Gérone. Un sur une passe de Lewandowski en plus. Mais Olmo également, encore une fois, buteur sur une passe de Koundé. Koundé qui continue à être plus que performant. Vraiment, rien à dire sur lui. Pedri également buteur, c'est bien pour lui. Espérons qu'il arrive enfin à enchaîner cette fois-ci après avoir été pourri pendant 3 ans, 3 saisons du moins par les blessures. Mais sinon, au-delà de ça, la patte Hansi, on voit ce qu'il est en train d'amener à cette équipe-là. Ça marche, enfin, tout va bien du côté du Barça. Franchement, c'est le retour du grand Barça, comme on dit. Hein. Ils sont jolis à voir. Pourtant, je suis madrilène, hein, les gars, vous le savez. Moi, mais ils ont une super belle équipe, franchement. Après, il faut penser aussi à un truc, c'est que Giron a perdu une grosse partie de son ossature de l'année dernière. Aussi. Entre son capitaine Alex Garcia qui est parti à Leverkusen, entre Dovbyk qui est parti à la Roma, entre Yann Couto qui est reparti aussi. Savigno aussi qui est parti. Savigno. C'est des garçons qui étaient importants. Mm-hmm. Même à la rigueur, un Oriol Romeu qui avait fait pas mal de bien au milieu de terrain, avec son gabarit et son abattage. Moi, je suis désolé. C'est quand même beaucoup de mecs comme ça qui manquent maintenant du côté de Girona. Ah oui, mais clairement, sur ça, je suis complètement d'accord. C'est vrai que là, c'est la saison un peu. C'est cas classique, hein, quand tu fais une énorme saison, tu te fais dépouiller. Derrière, c'est un peu plus difficile de pouvoir enchaîner. Et ouais, c'est vrai que c'est un peu plus difficile pour eux. Après, ils sont contre une équipe qui est vraiment en pleine bourre. Et voilà, ils ont pris un score, hein, 4-1. Et bon, très peu d'équipes, je pense, en Espagne en ce moment ne prendraient pas tarif face à ce Barça qui. C'est clair. Qui est très, 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 qui est très, très, très affûté. Par contre, là, c'est un petit mot global. On peut dire qu'il y a quand même eu beaucoup de cartons rouges sur cette journée, quand même 5 sur 9 matchs. Nos amis espagnols. Ça a été assez tendu en Espagne cette semaine-là. L'Atlético Madrid qui continue sa belle marche en avant, toujours invaincu, vainqueur 3-0 contre Valence. Gallagher qui met son premier but avec l'Atlético. Grisou qui marque également. Et Alvarez, j'allais me tromper sur le prénom, mais Julián Alvarez qui met son premier but avec l'Atlético. Le Glock Alvarez. C'est ça, qui met son premier but. Moi, je suis content. Je suis vraiment très curieux de voir la relation Alvarez-Griezmann là, avec cet Atlético. Pour moi, les 3 mecs qui ont marqué là à l'Atlético, c'est 3 mecs que j'ai envie de suivre. Outre notre Griezmann national, le Glock dans un rôle prépondérant dans un comme gros club européen, et Conor Gallagher qui demande à s'affirmer dans un club hors Angleterre. C'est ça. Après, je ne pense pas que... Enfin, c'est pas que je ne pense pas. Je sais pas comment ça va se passer, puisqu'il y a quand même... ce qui est intéressant, c'est qu'il y a divers profils, notamment offensivement. Tu vois, Griezmann, Alvarez, Sorloth qui, sur le papier, reste quand même plutôt assez... Pour moi, il est très complémentaire, que ce soit Griezmann ou Julián Alvarez. Donc, je sais pas. Après... À mon avis, Griezmann ne va pas rester encore très longtemps à l'Atlético. Sûrement que le but est qu'Alvarez, à très court terme, prenne la place de Griezmann et fasse un peu ce qui aurait peut-être pu être Manchester City, le duo Haaland-Alvarez. Sachant que les deux, je pense, sont quand même
assez compatibles vu qu'ils ont un jeu les deux qui se. Moi, Alvarez, je le vois pas comme un pur neuf déjà de base. Je le vois comme quelqu'un qui tourne un peu autour d'un attaquant de pointe qui est sur l'autre pour le coup. Et du coup, je pense vraiment que j'ai hâte en fait de voir les deux à l'œuvre, voir comment cela peut donner. Parce que Griezmann sur l'autre, moi je pense que ça a fonctionné, mais dans le futur, me dire comment ça se passera entre Julian et Sorloth, ça m'intrigue beaucoup. Puisqu'éventuellement, Mm. ceci peut se répéter en sélection avec Lautaro Martinez. C'est pour ça que j'y pense aussi. Ah bah oui, il y a toujours un intérêt dans Moi, l'équation. moi, j'attends, moi, j'attends aussi un petit peu du côté du Real Madrid, parce que le Real Madrid joue aussi un Européen là, ce week-end avec la Real Sociedad. C'est ça. Et on veut voir, c'est la saga Vinicius Mbappé. Le fameux penalty gate. C'est ça. Bah, ça fait un petit peu l'époque. Enfin, je sais pas, je trouve que ça fait un peu l'époque Cristiano Messi, un petit peu Ouais, avec Yamal de l'autre côté. Et je trouve que ça a pris c'est ça. ça a pris du peps le championnat espagnol justement avec ces petits nouveaux là. Ouais. Ben, moi, ça serait plus Yamal Vinicius, si je devais comparer. Mhm. Bah, moi pour moi les gars, le début d'Mbappé, c'est c'est pas le début que j'aurais voulu voir de lui, hein. Je pense qu'il peut être Ah, beaucoup mieux. Je pense il est dans une mauvaise phase. Je pense que d'après ce qu'on lit, ce qu'on écoute et tout, son entourage l'aide pas beaucoup sur ça. Mais déjà, je Et pense que le poste de neuf ne lui correspond pas vraiment parce que c'est ça. même l'année dernière au PSG ou même en équipe de France, ok, il a marqué des buts au PSG, je dis pas le contraire, hein, il n'a pas fait non plus une saison comme Dembélé, mais je trouve que le neuf ne lui correspond pas. Il était bien meilleur sur l'aile gauche, Je suis d'accord mais, avec toi. mais au Real, l'aile gauche, c'est impossible, il ne peut pas. Elle est fermée à clé. C'est impossible. Tu pourras Après, jamais sortir Vinicius. après, est-ce qu'il sait jouer autre part que sur l'aile gauche? Bah, c'est Peut-être les sur, seuls endroits où on l'a vu. peut-être sur L'aile l'aile gauche, droite, peut-être qu'il serait meilleur sur l'aile droite, mais enfin pas meilleur qu'à gauche, mais en tout cas il serait peut-être meilleur qu'en neuf. Mais encore une fois, c'est pareil. Tu peux pas déloger non plus Rodrigo. Enfin, mais ce qui est sûr au jour d'aujourd'hui, c'est que t'as des joueurs tu peux pas les bouger. Vinicius, tu pourras jamais le bouger. Il est taille patron. Rodrigo, tu peux pas le bouger. La seule place qui lui reste, malheureusement pour lui, c'est le 9. Et je pense qu'en signant au Real, enfin, il le savait. Tu peux pas arriver en te disant, tiens, je vais mettre Vinicius sur le banc ou il va changer de poste à cause de moi. C'est pas possible. Il est arrivé. La seule différence, c'est qu'il n'est plus la star du club. Là, attention, il fait partie des stars. Et on lui a montré tout de suite avec Ancelotti que, bah écoute, si tu fais pas l'affaire, bah on peut te sortir à la 80e, on peut te sortir à la. Voilà. C'est ça la grosse différence, et je pense que pour lui, c'est un peu un choc, hein. Je pense qu'il s'attendait à avoir peut-être une plus grosse appréciation du club envers lui. Il attendait un tapis rouge plus développé, plus déroulé. C'est ça. Et là, le tapis s'est transformé en ficelle, donc commence Et à là, glisser, quoi. et là, le tapis, il s'est pris les pieds dedans, quoi. C'est surtout ça. C'est ça. Bah, après, le tapis, il l'a, sauf que, puisqu'ils l'ont quand même, il a quand même eu une présentation grandiose, etc. Bien Sauf sûr. que, sauf qu'après, il y a les paillettes, les strass, oui, Mbappé, waouh, 80 000 personnes. Allez, on retourne au travail et maintenant, il faut que tu sois bon. Et c'est là où, en C'est ça, fait, il est pour l'instant pas. Cette transition, elle est violente, puisque eux, en Espagne, ils n'en ont rien à secouer. C'est oui, d'accord, allez, on t'a dressé en tant que superstar, oui, oui, oui. Maintenant, le championnat est là. Bon, tu t'appelles Mbappé, maintenant, montre-nous. Voilà, De toute façon, montre-nous. les gars, les gars, si on regarde bien, même par rapport à l'euro qu'il a fait, ça commençait à descendre déjà à partir de là, hein. Oui, ouais, oui, C'est, oui. Oui, aller à 100 euros, en effet, c'était déjà très compliqué. Mais après Mbappé, on l'a quand même. Enfin, au moment où il a explosé aux yeux du monde, il était pas totalement, il était pas sur l'aile. Il avait un rôle où il était globalement libre derrière un attaquant qui servait de point de fixation, que ce soit Falcao ou
ou Giroud en équipe de France. C'est là où en fait il a explosé aux yeux du monde. Après, en effet, au PSG, enfin, il a joué sur le côté, mais à un moment donné, on peut pas dire oui, d'accord, il ne peut pas jouer en neuf, mais des grands joueurs qui ont subi des modifications de poste, ben, on en a tous en tête. Enfin, euh, Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo, Bien sûr. Messi, enfin, qui est passé enfin, qui a été sur le côté, ensuite en position axiale sous Guardiola pour qu'il soit la plaque tournante, et ensuite dans un rôle où il est devenu un chef d'orchestre ultime. Cristiano C'est qui vrai. était un ailier virevoltant, qui est devenu un mix ensuite entre l'ailier buteur puis derrière un attaquant racé où il avait sur le papier aucun défaut. Ouais, on parle pas d'un joueur qui passe de d'ailier à défenseur central. Là, je peux concevoir qu'il y a effectivement une énorme modification et que c'est peut-être un peu compliqué. Là, c'est qu'il doit développer des instincts qu'il n'a peut-être pas. C'est ça. Après, c'était un grand joueur. C'est pas quelque chose d'impossible, mais c'est juste qu'il faut faire cette modification. Non, j'ai dit Mbappé, Mbappé. J'ai dit Mbappé à Monaco. Je parlais d'Mbappé à Monaco avec Falcao et Mbappé et Giroud en équipe de France pour l'attaquant axial. Mais voilà, c'est à lui à un moment aussi de se bouger la tête. Il va pas tout le temps être protégé en indiquant oui, mais c'est pas son poste préférentiel, etc. Oui, d'accord, mais Vinicius a joué également dans l'axe hein, avec le Real et pourtant sa poste Bah, il préférentiel l'a fait. c'était lié gauche. Et du coup, concernant Vinicius, enfin, c'est arrivé plusieurs fois la saison dernière où il jouait lorsque Joselu par exemple n'était pas là ou décision d'Ancelotti, ben, l'attaque du Real de Madrid c'était Vinicius, Rodrigo en pointe. Enfin, les deux en attaque. Est-ce que Vinicius a rechigné à dire non, mais c'est pas mon poste préférentiel? Non, il a joué dans l'axe et puis fin de l'histoire. Enfin, Et surtout qu'il marquait en plus. oui, c'est ça, du tout qui marquait. Donc, à un moment donné, en faire tout un foin parce que Mbappé n'est pas dans son poste préférentiel, ouais, d'accord, mais t'es dans le très très haut du panier. Et on Bah, n'est pas dans une modification majeure de ton poste. On n'est pas dans un Cavani qui jouait lié gauche, par exemple, comme ça l'a Moi, été au PSG, où là, c'est une moi, aberration. Mais là, moi, non. ce que je me demande, c'est est-ce que Mbappé, voilà, maintenant il a pas non plus 21 ans, donc est-ce il va nous montrer qu'il peut encore évoluer, s'adapter, ou il est arrivé au bout de son max, et puis plus les années vont passer, plus il va perdre aussi en vitesse, on le sait. Donc est-ce qu'il sera toujours le Mbappé qu'on aime et qu'on veut? Je... bah, en fait, je trouve que Mbappé il doit faire un peu comme Cristiano l'avait fait à l'époque quand il a quitté le United. C'est qu'il y a une époque où il était beaucoup comme dirait Camille, dans le gris-gris, dans je dribble. Et il y a un moment donné, enfin, c'est pas qu'il a été contraint, c'est qu'il a changé son ressaisi. jeu, il a évolué. Et ben, je pense qu'Mbappé, c'est pareil. Il faut qu'il apprenne à ne pas jouer que sur sa vitesse et qu'il développe ses autres qualités. Parce que Mbappé, on le sait qu'il les a, les qualités, on le sait. Mais même en neuf, c'est à lui de s'adapter Ah, et il peut le faire. après aussi, les gars, pour sa défense, c'est le joueur énorme qu'on connaît, mais n'oublions pas que c'est le Real Madrid. C'est pas Monaco. C'est pas le Euh, PSG. c'est pas le PSG. C'est une institution. Voilà, c'est énorme. Tu Ah oui, lèves la tête, c'est une tu lèves la pression. tête, Hein, t'as un monstre de stade devant toi. C'est donc voilà, il faut pas qu'on soit trop dur non plus avec lui en se disant que c'est juste la première année et que même les stats qu'il a actuellement, bah, peut-être qu'il y a certains joueurs qui aimeraient les avoir aussi, tu vois. Donc oui, c'est vrai, il faut qu'on apprenne aussi à être patient. Le problème, c'est que voilà, on veut voilà, moi je lui souhaite qu'il éclate tout là-bas. Et ça va pas dans la vitesse qu'on voudrait, comme on voudrait. Mais voilà, après voilà, ça reste Mbappé, c'est un des meilleurs joueurs du monde et ça, pour moi ça l'est et il n'y a pas de raison que ça change. Donc, mais j'espère qu'il va pouvoir. De toute façon, moi je vois pas où ils peuvent le mettre à part en neuf. Donc c'est soit il va s'y habituer, soit je pense que peut-être que son idylle en Espagne va être plus courte que ce qu'il pensait. Hein. Non, je pense qu'il va quand même y arriver. Il lui faudra du temps d'adaptation, forcément.
parce que non seulement, ça encore, le poste de neuf, il le connaît, puisqu'il le fait depuis l'année dernière, au moins. Mais je pense qu'il faut qu'il s'adapte aussi à un nouveau jeu, au fait que ce soit une institution, comme tu as dit à l'instant, à des nouveaux coéquipiers. Enfin, c'est toute une adaptation, puis c'est un autre championnat aussi. C'est ça. Enfin, il y a tout qui joue pas en sa faveur. Mais oui, il faut qu'il s'adapte. Et il en est capable, j'en suis sûr. Et puis chaque bonhomme à qui tu passes le ballon, c'est un grand nom, donc c'est un Mhm. peu spécial aussi de jouer comme ça. Enfin, je pense que ça doit être spécial aussi. Techniquement, quand tu es au PSG, les trois quarts des joueurs, c'est Oui, aussi des bien grands sûr. noms. Quand tu vois des Dembélé, quand tu vois, bon, peut-être pas Ramos, peut-être un peu moins, mais quand tu as joué avec des Di Maria, quand tu as joué avec Neymar, quand tu as joué avec. C'est vrai. Dans tous les cas, ça reste des grands noms. Peut-être que c'est plus dans un mode starlet, mais ça reste des grands noms. Après, après, Mbappé aussi, en tant qu'attaquant de pointe, il va devoir apprendre à jouer aussi comme un attaquant de pointe, puisqu'il a, enfin, pour un joueur qui met autant de buts, je trouve pas qu'il a une finition si extraordinaire. Enfin, il n'a pas une finition extraordinaire. Il est bon finisseur, il met beaucoup de buts. Mais peut-être que je vais pas réussir à me faire comprendre. Et au cas où vous me reprenez. Vas-y, Mais Cyrus. en termes de finition pure, de la capacité à pouvoir marquer des buts, moi je trouve qu'Mbappé n'est pas dans le très haut du. Enfin, pas dans le très très haut du panier. Alors il met beaucoup de buts, oui, mais Les buts déjà faits, c'est ça que tu veux dire? non, mais je veux dire que Mbappé, s'il est un peu moins rapide, comme actuellement, tu vois, comme actuellement, je trouve pas Allez, qu'il a en cette, handicap. il a pas cet instinct de but, il a pas cet instinct de buteur là qui fait que il a cette facilité à pouvoir se trouver par exemple au bon moment, au bon endroit, ou capable de faire cet appel là qui va réussir à, Ouais. cet appel C'est ça que contre-appel qui je va voulais réussir te à dire tout à l'heure. déstabiliser, tu vois, l'attaquant. Et, et lui, là, il a la panoplie d'un buteur, mais d'un buteur comme un ailier, en fait. Il a des déplacements d'ailier, et donc il se comporte comme un ailier pour le faire. Là où je trouve que Vinicius a joué, peut-être parce qu'il a joué dans l'axe plusieurs fois, ben, même si parfois il peut se tromper aussi, mais on l'a vu parfois sur certains buts qu'il met où il a des appels, tu te dis, oh, il est intelligent quand même, il est très intelligent. C'est pas un appel d'un ailier classique, c'est qu'on dirait il a des instincts d'un buteur, tu vois. Par exemple, on parle beaucoup du fait de la disparition du renard des surfaces, ou du fait que Cristiano Ronaldo met des tapines, entre parenthèses. Mais le tapine, entre parenthèses, c'est de l'intelligence. Sur le principe, c'est de l'intelligence de jeu, de fait de savoir se placer à tel moment et te dire que potentiellement, si le ballon va à tel endroit, moi, si je me mets là, il y a but. Ou si je sais que je fais cette course-là, à ce moment-là, ben, le ballon doit être mis à ce moment-là et ça fera but. Et ça, c'est pas. Mais, mais, mais est-ce que vous pensez pas aussi qu'il y a le fait que des joueurs comme Vinicius, comme le petit Hendrix, euh, ils arrivent avec une fin que Mbappé n'a pas en arrivant? Euh, Je pourrais pas Moi, dire. pour moi, je pense qu'il y a ça. Parce que Mbappé, mine de rien, bon, Paris, c'est pas le Real, mais voilà, il sort d'une équipe, voilà, qui, bon, ils ont pas la Ligue des Champions, mais voilà, ils sont connus mondialement, ils sont craints aussi par d'autres clubs. Et tu vois, les petits Vinicius, les petits Henrix, les mecs qui viennent, moi, pour moi, je les vois jouer avec le petit Henrix quand il rentre, je le vois jouer avec la rage. Oui, il a clairement. Oui, Henrik, il a clairement faim. Et Vinicius, au fil du temps, il a pris en grade et du coup, C'est il ça. le rend très très bien. Après, je pense pas que. Je pense qu'Mbappé, il a quand même très faim parce c'est un mec qui veut péter tous les records possibles, je pense. Et imaginables, je pense. Bien Et sûr. je pense vraiment qu'il a faim. J'aurais du mal à croire qu'il vient en se disant en n'ayant pas la même fin. Enfin, il aura pas la même fin Bon, qu'Hendrick parce qu'il a pas les mêmes accomplissements. Il a plus d'accomplissements que lui. Mais il est dans le club de ses rêves et je pense vraiment qu'il oui, veut marquer l'histoire au Real. Après, après c'est vrai que c'est aussi, c'est pas, en fait,
aller au Real, pour lui, je pense qu'il y a, hormis s'il crée une dynastie, en réussissant à devenir le boss de l'équipe, ce qui n'est pas facile parce que tu as Vinicius, tu as Bellingham qui sont des leaders affirmés, notamment Bellingham qui a réussi à avoir un poste Autant. de numéro un bis en une saison, ce qui est très très fort d'ailleurs. Ben, il a tout à perdre et pas beaucoup à gagner parce que s'il crée une dynastie, il sera dans la lignée d'un Cristiano Ronaldo sur le coup, tu Ben, vois. il y a aussi beaucoup de personnes qui parlent de son entourage, notamment de la pression que sa mère elle met tout autour de lui, côté extra-sportif un petit peu. Donc, est-ce que ça aussi, ça affecte pas un joueur Sûrement, comme Mbappé, tu vois? sûrement, sûrement. Je pense que oui, je pense que ça peut trop mettre en question. Mais moi, je pense que c'est l'année où il faut qu'il se remette en question Mhm. et qu'il reparte. Parce que si son bilan à la fin de la saison, il n'est pas aussi positif que ce qu'on pensait, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui vont remettre en doute ses capacités à évoluer. Mais pour moi, il est venu au Real, mais il pensait pas que ça allait être aussi compétitif que ça pour lui, en fait. Ouais, je pense Je, que c'est ça. Je pense je que c'est ça le pense que terme, c'est le bon terme. ouais, ouais. Je pense que c'est pas il venait en terrain conquis, mais bon, il savait déjà, voilà, je suis Mbappé, et franchement, qui ne penserait pas comme lui à sa place, voilà. Mais je pense qu'il est tombé un petit peu sur un mur. Ben, qui ne penserait pas comme lui, le Real, ben, on ne penserait pas comme ça s'il était venu éventuellement au Real en 2022. C'est Éventuellement. vrai, c'est vrai, Problème, c'est vrai, il vient au Real en 2024. c'est ça, Les jeunes les jeunes, bon, Bellingham a une Ligue des Champions, mais les jeunes de ce groupe, les Vinicius, etc., ils en ont deux. c'est Donc, ça, ouais, bien sûr. euh, Tu viens comme un petit, en fait. t'es Mbappé, d'accord, t'as gagné la Coupe du Monde, d'accord, mais en Ligue des Champions, nous, on en a gagné deux. Et moi, Vinicius, C'est je l'ai ça. marqué en finale de Ligue des Champions. Pendant toi, tu faisais quoi? Ben, t'étais pas là. Donc, en soi, pour gagner, on n'a pas besoin de toi. C'est à toi de nous Non, mais montrer c'est ça. que t'es un élément qui va nous permettre d'être encore plus fort que l'on est et d'écraser en fait tout le monde. Puisque gagner, on sait le faire sans toi déjà de base. On est En, jeune et on en, a déjà en, gagné sans toi. en gros, c'est nous qui te disons où t'asseoir, c'est pas toi. C'est ça. C'est ça, hein. Ouais, ouais, je pense comme toi. C'est ça. C'est pour ça que c'est, mine de rien, une mission pas aussi facile qu'on aurait pu le penser. C'est pas un choix de la facilité. Surtout que le groupe est jeune, c'est ça le truc, c'est que le groupe est jeune et que c'est des jeunes qui ont une expérience de dingue et qui ont déjà plusieurs Ligues des Champions. Et Bien donc, sûr. s'ils se ratent, on dira, ben, s'ils ratent et que le Real ne réussit pas à gagner le plus de compétitions possible, on dira, ben voilà, il est venu et il a cassé la belle alchimie. S'ils gagnent, ils se disent, oh, ouais, ben, c'est normal, ils gagnaient déjà tout, ils ont rajouté Mbappé, tu vois. Et en fait, c'est un peu ça qui va, je pense, un peu le desservir, sauf s'il fait des perfs tellement. En fait, il faut qu'il Incroyable. marque incroyable ou qu'il. Sur les matchs importants, il va falloir qu'il Ouais, qui éclabousse. se montre. C'est ça qui se montre clairement. Parce que sinon, en fait, il y aura malheureusement ce spectre du. euh, ben, on va dévaloriser ses accomplissements, ou on va lui tirer dessus en le pointant lui du doigt. Alors Et, que, et, et il a pas le droit de sortir du Real en échec, tu vois ce que je veux dire? exactement, c'est ça. C'est impossible. C'est Parce que s'il sort du donc, Real en échec, ben, sa legacy, c'est fini. elle est foutue, c'est ça. C'est-à-dire que lui qui voulait aller parmi les meilleurs des meilleurs des meilleurs, ben là, clairement, ben non, parce que tu auras échoué au Real. En gros, il n'a pas le choix. Il n'a pas le choix. Et puis, comme je disais tout à l'heure, il a la petite pression aussi du petit nouveau Henrix, qui lui, il vient avec, il en a rien à faire, lui, il avait rien avant de venir, hein, donc il va tout donner pour faire partie de l'équipe One. C'est ça. Et ça, mais c'est bien aussi pour nous de voir cette compétitivité, parce que tu te dis, t'arrives à mettre Mbappé quand même dans une situation, tu vois, ça laisse de bons podcasts à venir. C'est exactement ça. Et donc, de toute manière, ce Real-là, on continuera à le suivre et
et on en parlera hein, semaine après semaine de leur évolution notamment et l'inclusion d'Mbappé dans le nouveau système madrilène du moins. Ce Real de Madrid là qui a quand même été, on va dire, très verni puisque la Real Sociedad, même s'ils ont gagné 2-0 sur deux pénaltys marqués, le premier par Vinicius, le deuxième que Vinicius a laissé à Mbappé, la Real Sociedad a touché trois fois les montants. Donc, il y a eu vraiment une réussite maximale du côté du Real de Madrid sur ce match-là. Belle victoire. Enfin, victoire 2-0, mais dans le contenu, c'est quand même encore un peu compliqué. Bon, c'est le début de saison. Le plus important, c'est d'enchaîner les résultats positifs. Ensuite, le Betis Séville qui gagne 2-0 contre Leganés. Villarreal qui gagne 2-1 contre Mallorca. L'Espagnol de Barcelone qui gagne 3-2 contre Alaves. Séville qui gagne 1-0 contre Retafe. Le Celta Vigo qui gagne 3-1 contre Valladolid. Bilbao qui gagne 3-2 contre Las Palmas. Et ce qui donne au classement imperfect du côté du premier du classement, le Barça, avec 15 points, 5 victoires en 5 matchs. Le Real, l'Atlético Madrid et Villarreal, tous trois à 11 points. Le Celta Vigo avec 9 points. Osasuna 6e avec 8 points. 4 équipes à 7 points. Alaves, Girona, Bilbao, l'Espagnol Barcelone. Le Betis Séville, le Rayo Vallecano, Mallorca, Séville et Leganés avec 5 points. La Real Sociedad et Valladolid avec 4 points. Et les 3 relégables que sont Retafe, Las Palmas et le FC Valence. Et du coup, avant de passer au football allemand, on fait rapidement un petit tour en Angleterre où, durant cette 4e journée, il y a eu quelques surprises, notamment Liverpool qui s'incline contre Nottingham Forest par la plus petite des marques. J'allais dire, il y a une grosse surprise pour moi, c'est la défaite de Liverpool. Première défaite de Liverpool de la saison. Donc, étonnant de la part des Reds. C'est ça, c'était vraiment une défaite. Mais il faut savoir aussi que c'est la première victoire de Nottingham contre Liverpool, qui sont deux équipes quand même historiques, depuis 1969. Ouais, ça veut dire 45 ans 55 ans 55 ans. C'est ça, j'avais vu cette stat-là passer. Ça fait plus d'un demi-siècle que Nottingham Forest s'était pas imposé face à Liverpool et bah, c'est fait. C'est fait avec ces victoires et cette première défaite pour Liverpool qui les voit déjà décrocher de quelques points par rapport aux deux monstres de tête, quoi, City et Arsenal, et Newcastle qui tient aussi bien le rythme. Par contre, on parle de Arsenal Manchester City, mais Newcastle, pour l'instant, ça fait le taf aussi. Hein. Newcastle avec une nouvelle victoire, 2-1, face aux Wolves, sur la pelouse des Wolves. Les Wolves qui avaient ouvert le score par l'ancien de l'OM Lemina, et ancien de la Juve aussi d'ailleurs, Mario Lemina, et Newcastle qui a renversé le match dans le dernier quart d'heure, en 5 minutes avec Cher et Barnes, 75e et 80e. Donc pour l'instant, Newcastle qui se gère vraiment très très bien. Hein. 3 victoires à 1 nul, c'est propre. Exact, ça va mieux pour eux. Ça va mieux pour eux. Et peut-être que ça ira encore mieux lorsque Tonali notamment retrouvera toutes ses sensations et pourra régner au milieu de terrain avec Guimarães et Joelinton. Mm-hmm. Par contre, il y a une équipe qui m'a déçu, j'ai envie de dire une nouvelle fois, c'est Tottenham. Tottenham, encore un North London Derby perdu par les Spurs. Et mine de rien, ça fait 5 derbys sans victoire hein, pour les coéquipiers de Minson face aux Gunners.
La dernière, c'était en mai 2022 sur une victoire 3-0. Bon, là, c'est une nouvelle défaite d'une courte tête, pourtant dans leur stade de Tottenham. Donc Arsenal qui continue encore aussi sur sa lancée comme les semaines précédentes, ils avaient fait 2 bonnes victoires et un match nul. Donc bon boulot pour Arsenal. Et on a Manchester City. Manchester City avec l'homme en colère. L'homme en colère, le meilleur buteur actuellement du grand championnat avec Erling Haaland, 9 buts. Le mec, il est déjà à 9 buts. C'est incroyable. T'assistes à une grosse n'importe quoi. Après, on a l'habitude, on sait qu'il va faire une grosse saison. Oui, ben évidemment. Évidemment. D'ailleurs, merci pour la stat, Greg. Haaland qui est meilleur buteur devant Gyökeres. Gyökeres qui a une unité du cyborg mancunien avec 8 buts, le buteur du Sporting. Mais voilà, c'est nouveau lui qui a fait la différence face à Brentford, alors que Brentford avait ouvert le score dès la première minute. Grâce à un Français, Yohan Wissa. Et après, tout s'est joué en première période, mais Haaland par 2 fois, 19e, 39e. Le mec continue de marcher sur la première ligne, tout simplement. Autre chose à dire sur ce mec-là, qui est vraiment stratosphérique. Pour moi, c'est lui le remplaçant des Cristiano et des Messi. Hein. Ça sera pas Mbappé, ça sera pas Vini, ça sera pas voilà. C'est lui. C'est Haaland, le présent, futur, appelez ça comme vous voulez. Et ce qui est bien chez lui, c'est qu'on sent l'évolution dans son jeu. Là où on pouvait. Enfin, très peu de personnes étaient sceptiques, mais en se disant, mais c'est bizarre que c'est bizarre Guardiola prenne Haaland, ça semble pas correspondre à ses préceptes de jeu, etc. Mais tu vois qu'en fait, Haaland, il est jeune encore, il est quand même assez jeune, mais tu vois en fait qu'il est en train de progresser année après année, même dans ses déplacements, dans sa manière de faire. Tu sens qu'il est. Pour le coup, là, tu sens vraiment qu'il y a une progression et tu sens que le type est en train de devenir un attaquant de plus en plus dangereux. Complet. Complet, c'est cela. Après, il n'aura jamais la facilité technique d'un Zlatan Ibrahimovic qui a des mensurations. Lui, c'est un ovni par rapport à ses mensurations. Et il n'y en aura peut-être pas, il n'y en aura jamais deux comme lui. Voilà, lui, c'est un alignement de plusieurs choses qui font qu'il est comme ça. Mais on sent qu'il c'est pas le joueur qui fait 1m90, pâteau. Il est certes rapide, il est très puissant, mais il est très intelligent, il se déplace bien, il est de plus en plus, létal. Et, Mais l'État, il l'a toujours été. Je veux dire qu'il est. En tout cas, depuis l'Autriche, depuis Salzbourg. Quand je dis létal, c'est que tu as de moins en moins de petites failles dans son jeu. Même par exemple, son jeu de tête, il commence à être de mieux, il commence à être de mieux en mieux. Je trouve. Après, peut-être que c'est parce que. Enfin, c'est normal avec l'expérience, ces trucs. Mais je trouve que même par exemple, dans le jeu de tête, il est de plus en plus intelligent. Son pied droit et. Son pied gauche restera toujours son pied préférentiel. C'est normal, c'est un gaucher. Mais je veux dire, il est il est pas ridicule du pied droit, même s'il marquera la plupart de ses buts du pied gauche. Il met de plus en plus de buts un peu fins, des petits piqués. Ses courses sont encore plus intelligentes qu'avant. Tu sens tu sens que Guardiola est en train est en mode Docteur Guerreau, et là il est en train de créer Super C17. Pour ceux qui se rappellent à l'époque, de créer son petit C17, son sel, et Haaland là, il est en train de récupérer petit à petit.
enfin pas petit à petit parce qu'il va très très vite, hein, et que sa progression, on la voit vraiment bien, mais qu'il est vraiment en train de créer le prototype de l'attaquant presque parfait pour quelqu'un de sa corpulence. Et je trouve ça, c'est fort. C'est fort. Très fort. Du coup, pour les autres matchs, Manchester United qui se rattrape après s'être fait laminer par Liverpool en gagnant contre Southampton. Et oh, fait intéressant, Rashford a marqué. Ça fait depuis le mois de mars qu'il n'avait pas marqué en championnat, hein, il avait marqué également contre le Betis en match de préparation, mais en championnat, cela faisait depuis le 9 mars, la 28e journée, qu'il n'avait pas marqué. Donc voilà, c'était le fait intéressant sur le fait que Manchester United gagne. Rashford ouvre son compteur but. Fulham qui fait match nul contre West Ham. Crystal Palace qui fait match nul contre Leicester. Avec un doublé du français Jean-Philippe Mateta. C'est ça exactement. Aston Villa qui continue comme les autres équipes, hein, de plonger Everton dans les abysses. Everton qui, une nouvelle fois, menait 2-0. Voilà, j'allais dire, attention, ils ont tremblé des fesses un petit peu en début de match, Aston Villa, les Villains. Parce que à la demi-heure de jeu, c'était Everton qui menait 2-0, quoi. C'est ça. Même s'il y a eu la réduction du score par Watkins, mais encore une fois, Everton menait 2-0. Encore une fois, Everton s'est fait rattraper et a perdu le match. Bon, ici c'est moins cruel, moins cruel dans le sens où le troisième but a été marqué à la 76e, là où contre Bournemouth, c'était à la fin de match où ils prennent 2 buts dans le temps additionnel, mais encore une fois, voilà, deux défaites où ils menaient par 2 buts d'écart. De toute façon, Everton, ça sentait déjà pas bon l'année dernière. Si, si le règlement avait été fait au bon moment, il ne serait normalement peut-être pas en première ligue cette saison, mais bon, voilà. Mais pour Everton, ça sent très mauvais. Ça sent très mauvais. C'est à l'image de la saison dernière, hein, où ils se sont sauvés sur des petits détails, mais c'est à l'image de ce qu'ils ont montré ces derniers mois. C'est très très compliqué pour eux. Brighton qui fait match nul contre Ipswich. Chelsea qui, qui gagne contre Bournemouth. Et avec un but d'un Français, Christopher Nkunku, c'est ça, sur une passe de Sancho. Sancho d'ailleurs qui est rentré qui a eu une mi-temps pour se montrer, qui s'est bien montré, qui a été très intéressant d'ailleurs et récompensé par sa passe décisive, mais très 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 intéressant Sancho sur ce match-là, sur sa première, très intéressant. Après. Et Nkunku en plus qui marque seulement son deuxième but depuis son retour de blessure en mai. C'est ça. Et son quatrième depuis quasiment son arrivée à Chelsea. Il a mis seulement 6 buts depuis son arrivée à Chelsea, sans compter les qualifications de Conference League en 2024, il en a mis seulement 4. C'est ça alors. Dont 4 en Première Ligue et 2 en qualification de Conference League. Alors qu'il nous avait habitués à bien plus en Allemagne. Bon, après c'est vrai que son parcours à Chelsea a été assez pourri par les blessures aussi, ne l'oublions pas. C'est ça. Un peu plus compliqué. C'est pour ça que je dis depuis ses retours de blessure. C'est ça. Et espérons donc quand même qu'il puisse être débarrassé de cela, et parce qu'un profil comme lui serait très intéressant en équipe de France notamment, et il pourra faire beaucoup de bien à Chelsea en 1 et également être très intéressant pour l'équipe de France. Donc vraiment, ça serait doublement positif qu'il puisse revenir à son meilleur niveau. Et donc au classement, avant de bifurquer sur l'Allemagne, Manchester City encore et toujours premier du classement avec 12 points. Arsenal et Newcastle et égalité avec 10 points. Liverpool 4e avec 9 points, égalité de points avec Aston Villa.
Brighton, Nottingham Forest avec 8 points. Chelsea 8e avec 7 points. Brentford, Manchester United avec 6 points. Bournemouth, Fulham avec 5 points. Tottenham et West Ham 13e et 14e avec 4 points. Leicester, Crystal Palace et Ipswich avec 2 points. Les Wolves avec 1 point. Et les deux derniers du championnat qui n'ont toujours pas inscrit le moindre point, Southampton et Everton. Et donc là, nous pouvons bifurquer sur le football allemand. Colossal Fußball. Exactement, comme d'habitude. Bundesliga 2, Bundesliga, nos spécialistes allemands. La parole est à vous. Le Colossal Fußball. Attends que je prenne mes fichales. Donc du coup, la Bundesliga 2, je vais commencer par la Bundesliga 2. Parce que je pensais voir en début de saison un Schalke relever la tête. Ah non, je me suis bien planté. Après la voie inaugurale, ça fait 4 matchs que Schalke n'a pas gagné. Et de nouveau, une gentille victoire en inauguration de cette 5e journée de Bundesliga 2. Les Königsblauen qui s'est déplacé sur la pelouse de Karlsruhe. Et on a mangé le nouveau. Et on a mangé d'ailleurs face à un attaquant qui avait fait un euro assez remarquable. L'attaquant géorgien de Karlsruhe, Zivadze, si je n'écorche pas son nom, qui nous a mis un doublé, tout simplement. Il est arrivé, doublé, merci, au revoir. Juste avant la pause en seconde période. Schalke n'a, comme beaucoup trop souvent, pas réussi à répondre, que ce soit sur le plan de jeu, sur le plan des buts. La saison va être longue pour Schalke, la saison va être très longue. On a eu un Preußen Münster Paderborn avec un 3-3, vraiment gros. C'est un des deux gros matchs pour moi de cette 5e journée de Bundesliga 2. On a eu aussi une belle raclée infligée par Hambourg à Ratisbonne, 5-0. On a certains gros qui se sont plantés aussi, mine de rien, avec des Hertha Berlin, par exemple, qui se sont inclinés face à Düsseldorf. On a Cologne qui a planté à domicile face à Magdebourg. On a aussi Kaiserslautern qui allait s'incliner à Hanovre 3-1. Mais on a aussi certaines équipes qui se sont bien, qui ont continué leur lancée de début de saison, comme justement Düsseldorf. Düsseldorf pour l'instant invaincu, Karlsruhe aussi invaincu. Les deux sont à 13 points, 4 victoires, 1 match nul. Magdebourg qui fait aussi un superbe début de saison, 3 victoires, 2 matchs nuls. On a Hambourg, je préfère voir en fait Hambourg maintenant à la 4e place, à vrai dire, parce que je me dis que s'ils font pas toute la saison en tête, ils vont peut-être être dans la place du chasseur et non du chassé. Et j'attends quand même le retour de HSV en première division, parce que le Bundesliga Dino doit remonter à un moment ou à un autre. Après, on avait des matchs plus, je vais quand même dire, anecdotiques, entre guillemets, avec une victoire de Nuremberg à 10-1 sur la pelouse d'Ulm. On a eu un match nul entre Darmstadt et Braunschweig sur la pelouse des Lilien de Darmstadt. Un 0-0 entre le Greuther Fürth et Elversberg, qui n'apporte d'ailleurs rien ni à l'un ni à l'autre, à part le fait que Greuther Fürth est toujours encore invaincu, tout comme Paderborn d'ailleurs, mais 2 victoires et 3 matchs nuls, et pour les Kleeblätter de Fürth, et pour les 07 de Paderborn.
Du coup, les matchs donc, ayant été tous joués, le classement est actuellement Düsseldorf qui est leader à la différence de but, à un petit but, différence d'un petit but face à Karlsruhe, une différence de but de plus 6 avec 7 buts et seulement un seul but encaissé en 5 matchs pour l'instant pour Düsseldorf. Donc très belle défense en ce début de saison du Fortuna. Karlsruhe est deuxième, mais avec aussi 13 points du coup. Magdebourg, 11 points et termine le podium. Hambourg, comme je l'ai dit, est quatrième avec 10 points. Les 10 points qu'ont aussi Hanovre, mais avec un moins bon goal average. Les ex-Nanziga, Greuther Fürth est sixième avec 9 points, tout comme Paderborn. On a 4 équipes à 7 points. Le FC Köln, le Hertha, Kaiserslautern et le 1. FC Nürnberg. Elversberg est à 6 points. Schalke, 4 points. 3 points pour Ratisbonne, le Young Regensburg. Preußen Münster et Darmstadt, actuellement barragistes, Darmstadt sont à 2 points. Et on a 2 équipes à 1 point, le SSV Ulm et l'Eintracht Braunschweig. Voilà pour la Bulitzwei. Mon cher Alexis, je te laisse la parole pour Mayence, ou veux-tu que je débriefe un petit peu ce qui s'est passé en Bundesliga et je te laisserai conclure ce chapitre allemand? Non, je vais en parler. Déjà, j'en profite pour vous dire bonsoir, parce que je vous avais pas eu dès le début. Donc voilà, pour en parler rapidement, puis on va continuer dans la soirée de la loose, hein, parce qu'avec toi, moi je m'y rajoute. Mayence qui recevait le Werder hier pour cette troisième journée. Et puis, comme toi, j'ai l'impression que la saison finalement va être longue, voire même très très longue. On a un début de match qui a commencé comme à Stuttgart il y a 15 jours, avec un but encaissé assez rapidement en début de match. Et puis après, ça s'est... Enfin, ils ont quand même mieux réussi à jouer. On a Jason Lee qui a fini par égaliser juste avant la demi-heure de jeu. Et pour rejoindre les vestiaires avec un score de 1 but partout. Et puis en deuxième mi-temps, c'était beaucoup mieux, beaucoup plus d'action de la part de Mayence, j'ai trouvé. Et puis le Werder qui se retrouvait à 10 à l'heure de jeu. Donc là, on s'est dit quand même que Mayence pouvait prendre le dessus. Déjà qu'à 11 contre 11, je trouvais qu'ils avaient déjà pris le dessus. Alors 11 contre 10, il fallait juste inscrire ce deuxième but. Et effectivement, il y a eu un deuxième but, sauf que c'est le Werder qui l'a inscrit grâce à un contre parfait. Hein. Donc voilà, le Werder se retrouve à mener 2-1. Tout fait pour égaliser, puis au final, perdu ce match 2-1. Donc voilà, c'est la déception. Il y a des joueurs qui n'ont pas vraiment été au niveau sur ce match-là. Maintenant, comme ce que je disais, je trouvais que je trouve que la saison va être longue. J'avais espoir après les 2 premiers matchs de la saison. Là, ça va être compliqué. Pourtant, le calendrier qui s'annonce semble, entre guillemets, plutôt abordable. Enfin, du moins sur les 3 prochaines journées, puis sur un déplacement à Augsbourg, on sera à Heidenheim. Après, on ira à St. Pauli. Pour moi, c'est un calendrier abordable. Donc, si on sort bien de ces matchs, ça peut espérer quelque chose, mais pour moi, ça restera, comme l'an passé, une saison compliquée. Donc,
Donc voilà, comme face à Stuttgart, j'ai pas grand-chose à dire. Ils sont, enfin, le club est 15e aujourd'hui avec 2 points. Donc voilà, moi j'ai pas grand-chose à rajouter. Après, j'ai pas beaucoup vu le match. Celui de la semaine prochaine, bah, je pourrais pas le voir non plus parce qu'il sera pas diffusé pour le coup. Ou alors si, hein, enfin 22h30. Merci Bein Sport. Mais mais voilà, j'ai pas grand-chose à rajouter. Le début de saison me semble un peu compliqué, mais pareil, je vais être quand même un peu optimiste sur les prochains matchs qui arrivent. Voilà. Eh ben, merci Alex pour ce petit résumé. De rien. Mais est-ce que du coup, on peut espérer, comment dire, une saison à peu près aussi belle que la saison dernière? Parce que mine de rien, la saison c'est pas si mal terminé pour vous, hein, quand on y pense. Ah oui, oui, la saison c'est pas mal terminé, oui. Maintenant, s'il faut espérer la même saison que l'an dernier, moi personnellement, je signerai pas parce que je veux pas vivre la même saison. Je pense que concrètement, c'est quelque chose que je pense. Il y a moyen quand même. Oui, il y a moyen de faire entre 8 et 12. Hein. Donc voilà, il va vite falloir prendre les points et surtout sur les terrains des prochains adversaires. Parce qu'après les 3 prochains matchs là que j'ai cités, il y a la réception de Leipzig et puis après il me semble qu'il y a un déplacement sur la pelouse de Gladbach. Donc ouais, non, il faut prendre les points assez rapidement et non, ça on recevra le Borussia. Donc il y aura 2 réceptions. Donc effectivement, si on prend des points sur les 3 prochains matchs, ça peut être quelque chose d'entre guillemets plutôt abordable et beaucoup mieux par rapport à la saison dernière. Du coup, moi, je vais prendre la suite de la Bundesliga, les autres matchs, avec le Borussia Dortmund qui débutait cette nouvelle journée de Bundesliga en recevant Heidenheim, 2 équipes européennes d'ailleurs, il faut le dire, vu que Heidenheim sera européen cette saison. Et Dortmund s'est imposé 4-2 face à Heidenheim, avec notamment un but de l'ancien Juventino Emre Can. Donc voilà, c'était un gros match de la part de Dortmund qui se réveille, de nouveau et puis qui sera de nouveau un des gros concurrents du Bayern cette saison. Le SF Fribourg dans sa nouvelle aventure sans son mythique coach Christian Streich qui s'est imposé 2-1 face à Bochum. Francfort, les LDS, grâce à leur attaquant égyptien qui ont gagné 2-1. Pardon, il y a un trou dans la gorge. Grâce à leur attaquant égyptien Marmouche qui se sont imposés. Stuttgart qui se réveille de nouveau, qui commence un petit peu à se sortir d'une mauvaise passe en s'imposant 3-1 face à Gladbach. On a l'Union de Berlin qui a fait 0-0 face à Leipzig. Plutôt un mauvais résultat, je pense, pour Leipzig, quand on sait les difficultés qu'ont Berlin en ce moment.
On a la première victoire de la saison. D'ailleurs, c'était Stuttgart, c'était leur première victoire de la saison face à Gladbach. Tout comme Augsbourg, qui s'est imposé pour la première fois de la saison face à St. Pauli 3-1. Je ne reviendrai pas sur le match de Mayence, vu que Alexis nous l'a débriefé en travers. Et on avait le Bayern avec une raclée tout simplement, il n'y a pas d'autre mot, sur la pelouse du Holstein Kiel. Holstein Kiel qui est la première équipe de Bundesliga d'un petit état, une petite région de l'Allemagne qui s'appelle le Schleswig-Holstein, d'où le nom du club Holstein Kiel, qui est la région qui est frontalière avec le Danemark tout au nord de l'Allemagne. Et c'est la première fois qu'une équipe, d'ailleurs de Bundesliga, une équipe de cette région joue en Bundesliga. Et on peut dire que là, actuellement, l'apprentissage est dur, avec un 6-1 encaissé face au Bayern. Ah oui. 6-1 avec le premier but sous ses nouvelles couleurs du franco-anglais Michael Olise. Et le dernier match, c'était le dernier match duquel je n'ai encore pas parlé, c'est Meisterkusen qui se déplaçait sur la pelouse d'Offenheim et qui a ouvert le score. C'est un Français qui a marqué son premier but sous les couleurs du Werkself. C'est notre ami Martin Terrier qui avait ouvert le score face à Offenheim pour une victoire 4-1, doublé de Boniface et doublé de mon chouchou, le Wunderkind Florian Wirtz. Berisha avait réduit le score à la 37e minute pour Offenheim. Donc, un gros score aussi pour le champion en titre. Et le champion en titre qui se remet à l'endroit après sa défaite de la semaine dernière. Et donc, au tableau, on a le Bayern qui est pour l'instant le seul à avoir fait le 3/3 avec 9 points. 11 buts déjà marqués, 3 encaissés. Bon, 3 encaissés, c'est pas top niveau défense, mais 11 buts déjà extraordinaire. Avec notamment déjà 4 buts d'Harry Kane, co-meilleur buteur avec Kramaric. On a Dortmund et Leipzig qui sont à 7 points. On a Heidenheim qui continue sur sa lancée de la saison dernière, qui est 4e actuellement. Bon, première défaite de la saison pour Heidenheim au bout de 3 journées face à Dortmund, mais bon, ils avaient fait deux victoires jusqu'à maintenant. 2 victoires, c'est aussi le nombre de victoires qu'ont fait pour l'instant Leverkusen et Francfort, 5e et 6e respectivement, tout comme Fribourg, 7e. Le Werder Bremen est 8e, avec 5 points et une première victoire d'ailleurs aussi pour le Werder. Union Berlin est 9e avec 5 points à hauteur des Grün-Weißen. Stuttgart se réveille et remonte à la 10e place, tout comme Augsbourg qui remonte à la 11e. Wolfsburg, par contre, tombe à la 12e place. Gladbach à la 13e. Hoffenheim, après un bon début, voit une deuxième défaite d'affilée les positionner à la 14e place. Le premier non relégable, c'est, désolé pour toi Alex, c'est Mayence à la 15e position avec 2 points. Et on a 3 équipes avec 0 points encore actuellement en 3 matchs. C'est Bochum, St. Pauli et le Holstein Kiel qui malheureusement pour les nouveaux promus affiche déjà un différentiel de 11 buts encaissés pour seulement 3 petits marqués. Voilà pour la Bundesliga. C'est un apprentissage à la dure. Mais bon,
Ah oui, clairement, pour Kiel, c'est pas cool pour Kiel. Et donc, avant de clôturer donc, ce 65e épisode, petit mot concernant les compétitions européennes. Euh, quels- Tout d'abord pour les clubs français et ensuite quels sont les matchs qui vont retenir votre attention cette semaine. Ben, déjà, moi, le match qui va retenir mon attention en Coupe d'Europe, ça va être la Juve qui joue le PSV Eindhoven. Je pense que c'est une nouvelle pour personne, sachant mon acquaintance pour la vieille dame. Et après, je vais essayer de suivre un petit peu quand même les différents clubs français. Mais franchement, comme je disais à Greg, à un moment quand il parlait du Sporting, j'ai envie de suivre ce Sporting Lille, franchement. Si j'arrive à sortir du travail assez tôt, je pense que je peux regarder ce match. Après, Monaco-Barcelone, c'est une grosse affiche, mais je me dis, je sais pas, il y a un petit côté qui me dérange dans ce Monaco-Barcelone, je ne saurais pas dire quoi. Je sais pas si c'est la différence entre les deux équipes qui me dérange ou s'il y a quelque chose d'autre. Brest peut jouer un coup, peut clairement jouer un coup pour son premier match en Coupe d'Europe face à Sturm Graz, je crois, si je raconte pas de bêtises. Oui, c'est ça. Et bon, bah, Paris, on verra bien. J'attends de voir ce qu'ils font, Paris, franchement. Mais actuellement, je ne suis pas vraiment dans le truc. Je me dis, ah, Paris, qu'est-ce qu'ils vont faire? Non, clairement. Et puis, bah, pour les autres clubs engagés en Coupe d'Europe, on verra la semaine prochaine, vu que actuellement, c'est la Champions League qui est à l'œuvre en cette semaine. Et autrement, pour les autres matchs, je dois dire que j'ai pas trop regardé ce qui va se jouer là. Donc, il y a certainement des très bons matchs à avoir joué, mais j'ai pas trop suivi quels sont les matchs qui vont être joués. Donc, je préfère vous laisser parler. Et puis, s'il y a un match qui me revient en tête, j'interviendrai si ça vous dérange pas. Bien sûr. Alors, pour ma part, bon, comme toi, Camille, hein, le match numéro 1 qui m'intéresse, moi, c'est bien évidemment le match. Le Milan AC. Ben, d'un côté, ça m'intéresse parce que si vous vous faites fouetter par Liverpool, je vais rigoler ce week-end. Mais après, tu vois, mon match numéro 1, oui, c'est celui de l'Inter contre Manchester City. Après, ouais, j'aurais l'œil sur Milan-Liverpool. Toute manière, Milan-Liverpool, c'est mardi, l'Inter joue que mercredi. Donc, en soi, les deux matchs, je peux les regarder. Après, il y a aussi le jeudi, il y a quand même un Atalanta-Arsenal moi, qui me branche beaucoup, qui me branche vraiment beaucoup à 21. L'Atlético Leipzig a l'air pas mal aussi d'ailleurs. Aussi, exactement. C'est aussi jeudi à 21h. Mais bon, PSG Gironne, c'est dommage que ça se fasse cette saison et pas la saison dernière, parce que, comme tu l'as bien dit en Espagne, ils ont perdu énormément de joueurs, donc c'est plus la même. Ils ne sont plus sur la même tangente, donc c'est un peu plus compliqué pour eux, là où le PSG, globalement, tout va bien. C'est ce qui retient mon attention en soi en Ligue des Champions, puis en Ligue. Par contre, en Ligue Europa, concernant. La Ligue Europa, ça commence à partir de mercredi. Ça, par contre, je ne savais pas. Je pensais que la majorité des matchs se feraient le jeudi, mais non, finalement, c'est vraiment. Ça se joue pas comme ça.
Ça, c'est intéressant de le savoir. Mais Ça sera la semaine, mais ça sera la semaine prochaine, c'est pas encore cette c'est ça, semaine, hein, c'est ça. la Ligue Europa. Effectivement, ça commencera la semaine prochaine. Et il y aura un intéressant Nice Real Sociedad, notamment. Il y en a quelques-uns, des beaux matchs. C'est ça. Tu as aussi un Dynamo Kiev Lazio, Mhm. un Roma Bilbao, Ajax Beşiktaş Beşiktaş, c'est ça, il y aura ou encore Lyon Olympiakos. c'est ça. Même si Lyon ne va pas trop bien en ce moment, mais c'est vrai qu'il y aura quand même quelques matchs intéressants. Mais oui, en Ligue des Champions, sur les 3 jours de cette première journée, ça sera quand même assez intéressant. Et bon, j'espère que ce sera de bons matchs. Bon, on est sur un petit marathon puisque ça se terminera en janvier cette fois-ci, mais j'espère, oui, que les clubs français prendront un maximum de points. Ce sera assez dur pour Monaco vu que mais Monaco-Barcelone sera quand même un beau match parce que les deux équipes sont quand même en très grande forme. Ça c'est bien, mais ça va quand même être dur pour Monaco de gagner ce Barça-là. Brest a clairement une carte à jouer. Je ne dis pas qu'ils vont gagner, mais ils ont quand même une carte à jouer. Ensuite, Lille, ce sera aussi difficile. Pas impossible, mais ce sera quand même assez difficile. Mais ne soyons pas défaitistes. Ce sera et le PSG qui joue contre Gérone à domicile. Je pense que le match le plus compliqué sera clairement pour Monaco, vu la forme du Barça et vu ce qu'est le Barça actuellement. Mais parce que c'est le Barça. Mais sinon, j'aurais dit Lille a clairement le match le plus compliqué par rapport à sa forme, par rapport au fait que le Sporting a un attaquant qui est vraiment en train de tout écraser sur son passage, que ce soit en club ou en sélection. Et donc, ça sera très difficile. Pas impossible, mais très difficile. Mais bon, on connaît tellement ce genre de choses que des équipes en difficulté en championnat se subliment en Europe. Donc, bon, tout est possible. Tout est possible à ce niveau-là. Un autre élément à ajouter éventuellement? Moi, je n'ai plus grand-chose à ajouter. Par rapport à la conférence League, il n'y a pas grand-chose où je me dis qui va me hyper. Je vois 3 équipes vraiment sortir du lot dans cette conférence League. C'est Chelsea, c'est la Fio et le Betis. Est-ce que la FIO fera une 3e finale d'affilée? Ah, c'est fort possible, étant donné que il n'y a pas quand même des grands adversaires. Il y a des adversaires corrects, comme Guimarães, comme le disait Greg, comme Başakşehir, comme le Heidenheim. C'est des équipes de Panathinaikos qu'il ne faut pas prendre à la légère, ou bien des trucs genre la Gantoise, Copenhague. C'est pas des équipes où ça va être facile de gagner, mais par exemple, une équipe comme Chelsea, je ne les vois pas ne pas finir au moins dans le dernier carré. Oui, le grandissime. Enfin, sur le papier, le grandissime favori est Chelsea. Et ensuite, il y a la FIO automatiquement par rapport au fait que elle a fait finale sur Voilà. sur toutes les éditions. C'est ça, oui. Il me semble que c'est ça. Oui. 2 ou 3 finales, elle a fait en Europa League. Enfin, en Conference League, pardon, en fait. Mais plusieurs fois finaliste de l'Europa League, en fait, de la Conference League. Donc, mécaniquement, elle fait partie des très gros favoris, puisque rompue aux joutes de cette compétition-là. Après, bien évidemment, on n'est pas à l'abri d'une surprise. Hein. Moi, la Fiorentina, je les voyais gagner contre l'Olympiakos. Contre l'Olympiakos. Finalement, l'Olympiakos a mené sa barque tellement bien et a réussi à endormir le match. Je me rappelle encore de ce match-là où on s'est ennuyé pendant longtemps. On s'est quand même bien ennuyé pendant un bon bout de temps. Et qu'au final, El Kaabi a tué les espoirs de la FIO et l'Olympiakos a gagné sa compétition européenne. Donc tout est possible. Tout est possible à ce niveau-là.
Tout est possible à ce niveau-là. Et donc, si de notre côté, plus personne n'a un élément à ajouter, ce que je peux faire, c'est de souhaiter de passer une agréable fin de soirée, à nos auditeurs et auditrices. Une bonne semaine européenne et un bon début de Champions League. Et nous nous retrouverons en fin de semaine pour pouvoir parler de ce qui s'est passé en début de semaine et durant le week-end. Moi, ça me va très bien. Allez, bonne soirée. Bonne Bonne soirée à tous. Bonne soirée, et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Ciao. Bonne semaine.